J'ai 83 ans. Espérer leurs appels vous détruit en silence. Faites ce choix pour rester digne. Je m'appelle Célestine et je vais vous dire quelque chose que la plupart des gens de mon âge n'osent jamais admettre à voix haute. Pendant 3 ans, j'ai vécu pour mon téléphone. Pas pour les nouvelles, pas pour la musique, pas pour les photos des voyages que je ne ferai plus jamais. Non, je vivais pour un seul et unique signal lumineux sur cet écran. Le signal qui m'annoncerait que l'un de mes enfants pensait à moi, que quelqu'un, quelque part dans cette ville immense et indifférente, se souvenait que j'existais encore. Je posais ce téléphone sur la table à côté de ma tasse de café le matin. Je le glissais dans la poche de mon tablier quand je faisais la vaisselle. Je le portais jusqu'à la salle de bain parce qu'une fois, une seule fois, j'avais manqué un appel de ma fille Marguerite pendant exactement 4 minutes, et cette erreur m'avait coûté 2 jours entiers d'une culpabilité silencieuse et absurde. 2 jours à me demander « Est-ce qu'elle a cru que je ne voulais pas lui parler ?» 2 jours à attendre qu'elle rappelle. Elle n'a pas rappelé. Et moi, je n'ai pas osé l'appeler non plus, parce que j'avais peur d'être un fardeau, peur d'être celle qui demande trop, peur d'entendre dans sa voix ce léger soupir à peine perceptible, cette fraction de seconde de silence avant qu'elle dise « Ah, maman », avec cette intonation particulière qui signifie qu'elle était en train de faire autre chose de beaucoup plus important que de parler à une vieille femme seule dans un appartement qui sent la lavande et le temps arrêté. Si vous avez plus de 70 ans, ou si vous aimez quelqu'un qui en a, ce que je vais partager avec vous aujourd'hui pourrait changer quelque chose d'essentiel. Pas dans votre agenda, pas dans votre organisation, dans votre dignité. Parce que ce que j'ai traversé a un nom, et ce nom, personne ne vous le dira dans la salle d'attente de votre médecin, personne ne vous le chuchotera à l'église le dimanche, personne n'en parlera autour de la table du réveillon. On appelle ça la servitude de l'attente, et elle détruit les gens de l'intérieur avec une efficacité terrifiante. Laissez-moi vous raconter une journée ordinaire de cette période de ma vie. Je me réveillais à 5h45, non pas parce que j'avais quelque chose à faire à cette heure-là, mais parce que mon corps, après 80 ans d'existence, avait décidé que le sommeil après 5h du matin était un luxe réservé aux personnes qui ont encore une vie bien remplie. Le vide vous réveille plus sûrement que n'importe quel réveil. Je préparais mon café. Je regardais par la fenêtre le ciel de novembre, ce gris particulier qui ressemble à de la laine mouillée, et je calculais mentalement combien d'heures il me restait à passer avant que quelque chose se produise, avant qu'un son humain traverse mon appartement. 8 heures. Il restait exactement 8 heures avant que ma voisine Hildegarde passe peut-être prendre un sucre, comme elle faisait parfois le jeudi. Peut-être, pas toujours. 11 heures. Il restait 11 heures avant que le journal télévisé du soir remplisse le salon de voix qui ne me parlait pas, mais qui ressemblait de loin à de la présence humaine. Et entre ces 2 événements incertains, il y avait moi, et le téléphone, et ce silence qui n'est pas paisible, qui n'est pas reposant, qui n'est pas la solitude choisie des philosophes ou des artistes. C'est le silence de quelqu'un qu'on a oublié. Mon fils Théodose, qui vit à Bordeaux avec sa famille, appelait en moyenne 1 fois toutes les 2 semaines, parfois 3 semaines. Une fois 5 semaines s'étaient écoulées, et quand il avait finalement appelé, il était tellement convaincu qu'on s'était parlé récemment qu'il avait commencé la conversation par « comme je te disais la dernière fois », comme si notre dernière conversation avait eu lieu hier, comme si le temps passait pour moi à la même vitesse que pour lui. Il ne passait pas à la même vitesse. Pour lui, 5 semaines, c'était une fraction de sa vie débordante.
des réunions, des matchs de football de son fils, une randonnée dans les Pyrénées, un séminaire professionnel, un dîner d'anniversaire, 2 week-ends à la mer. 5 semaines remplies à craquer. Pour moi, 5 semaines, c'était 197 matins avec mon café et mon téléphone muet. 197 fois où j'avais vérifié que le son était bien activé. 197 petites morts silencieuses, auxquelles je ne donnais aucun nom, parce qu'il n'existe pas de mot convenable pour décrire ce que ressent une mère de 82 ans quand elle comprend qu'elle est devenue une obligation plutôt qu'un choix. La chose la plus destructrice dans tout ça, ce n'était pas l'absence en elle-même, c'était ce que j'avais commencé à construire autour de cette absence. Les excuses, les justifications, les récits que je me fabriquais pour rendre leur silence supportable. Théodose ne m'appelle pas parce qu'il travaille beaucoup. Marguerite ne vient pas me voir parce que les enfants ont des activités le week-end. Mon autre fils, Réginald, qui vit à Lyon, ne donne plus beaucoup de nouvelles parce qu'il traverse une période difficile avec son travail. Il me l'a dit en mars. Ou était-ce en février? Enfin, il traverse quelque chose de difficile et il a besoin d'espace. Je protégeais leur négligence comme une mère protège ses enfants, avec la même énergie, la même inventivité, la même tendresse inconditionnelle. Et pendant ce temps, je me rétrécissais. Je ne sortais presque plus, parce que si je sortais, peut-être qu'ils appelleraient et que je manquerais cet appel, et alors il faudrait recommencer à attendre. Je refusais les invitations de Hildegarde à l'accompagner au marché le samedi matin, parce que le samedi matin était le moment où Marguerite appelait parfois, après son jogging, avant de préparer le déjeuner familial, auquel je n'étais jamais conviée. Je vivais ma vie en creux, en négatif, autour d'un espace vide qui avait la forme d'un téléphone qui ne sonnait pas. Et le pire, vous savez ce que c'était? Le pire, c'est que quand ils appelaient enfin, je faisais semblant que tout allait bien. Je prenais cette voix légère, presque enjouée, que j'avais affinée au fil des années comme un instrument de musique. Oh, tu sais, je suis très occupée, j'ai lu un livre formidable, j'ai regardé un documentaire passionnant sur les oiseaux migrateurs, comme si ma vie était pleine, comme si l'attente n'existait pas, parce que je ne voulais pas qu'ils sachent, parce que s'ils savaient, ils se sentiraient coupables, et s'ils se sentaient coupables, leurs appels deviendraient une corvée de plus, et alors il ne me resterait même plus l'illusion qu'ils m'appelaient par amour. Je me suis construit une prison parfaite, avec mes propres mains, et j'en étais l'architecte, la gardienne et la seule prisonnière. Le tournant s'est produit un jeudi de janvier, pas un jeudi spectaculaire, pas un jeudi avec une révélation foudroyante ou une conversation décisive. Un jeudi absolument ordinaire, avec une tasse de café refroidi et une émission de radio que j'avais cessé d'écouter vraiment depuis plusieurs minutes. J'étais en train d'attendre, et soudain, j'ai eu conscience de moi-même en train d'attendre, comme si je m'étais vue de l'extérieur, depuis une hauteur légèrement impossible. Une vieille femme, assise dans un fauteuil fleuri, le téléphone à portée de main, les yeux vagues, le café froid, la radio inutile, et toute une vie derrière elle, qui avait contenu des choses immenses, des chagrins monumentaux surmontés, des joies qui avaient illuminé des pièces entières, 4 enfants nourris, un mari accompagné jusqu'à sa dernière heure, un jardin cultivé pendant 40 ans, des leçons apprises dans la douleur et la patience. Et tout ça, toute cette existence accumulée, se réduisait en ce moment précis à une femme qui attendait qu'un téléphone sonne. Quelque chose s'est cassé en moi à cet instant, mais pas comme on casse quelque chose par accident, plutôt comme on casse délibérément la croûte de glace sur une rivière
pour libérer l'eau qui coule en dessous. J'ai posé le téléphone dans le tiroir du buffet. J'ai fermé le tiroir. Et j'ai dit à voix haute, dans mon salon vide, avec la même conviction que si j'avais été entourée de 100 personnes qui m'écoutaient. Je refuse de continuer à vivre de cette façon. Personne n'a applaudi. Personne n'était là pour confirmer que c'était courageux ou important. Et c'était exactement le bon moment pour le faire, parce que j'apprenais à agir pour moi-même, pas pour un public. Ce qui a suivi n'a pas été simple. Je ne vais pas vous raconter une transformation magique parce que ce serait vous mentir, et vous méritez mieux que ça. La première semaine, sans surveiller mon téléphone comme un oiseau de proie, j'ai été traversée par une anxiété qui ressemblait physiquement à quelque chose. Une sensation dans la poitrine, entre le sternum et la gorge, comme une main qui serre doucement mais constamment. J'avais peur de manquer quelque chose d'urgent. J'avais peur qu'ils aient besoin de moi et que je ne sois pas disponible. J'avais peur que mon détachement soit interprété comme de l'indifférence. Et puis j'ai réalisé quelque chose d'assez vertigineux. Depuis des années, je m'inquiétais de ce qu'ils penseraient de moi, de ma disponibilité, de mon amour toujours prêt à répondre à la première sonnerie. Mais eux, pendant tout ce temps, ne s'étaient pas inquiétés de la même façon. Ils vivaient leur vie, et je vivais pour leur vie. L'équation était terriblement déséquilibrée. Ce n'est pas de la rancœur que je vous décris. Je vous dis ça avec toute la clarté dont je suis capable à 83 ans. Mes enfants ne sont pas des monstres. Ils sont des adultes absorbés par leur propre existence, comme le sont tous les adultes, comme je l'étais moi-même quand j'avais 35 ans et 3 enfants en bas âge, et un mari qui rentrait tard, et une liste de choses à faire longue comme le bras. Je n'appelais pas ma propre mère assez souvent. Je m'en souviens maintenant avec une netteté qui fait mal. Ce que j'avais construit, c'était une dépendance affective aussi réelle et aussi dévastatrice que n'importe quelle autre forme de dépendance. Et comme toutes les dépendances, elle m'avait convaincue qu'elle était ma survie, alors qu'elle était ma destruction. Voilà ce que j'ai changé. Concrètement, pas en théorie. Dans mes journées réelles, j'ai recommencé à avoir des projets qui n'avaient rien à voir avec eux. Ça semble simple dit comme ça ne l'était pas du tout. Parce que quand on a passé des années à organiser sa vie en fonction des créneaux potentiels d'un coup de téléphone, reconstruire une structure intérieure qui tient debout par elle-même demande un effort presque architectural. J'ai repris la correspondance manuscrite, pas les messages sur le téléphone, les vraies lettres, avec une vraie enveloppe et un vrai timbre. J'ai écrit à une ancienne collègue, Venceslava, que je n'avais pas contactée depuis le départ à la retraite il y a 12 ans. Je ne savais même pas si elle était encore en vie. Elle l'était, et sa réponse, 3 semaines plus tard, 4 pages d'une écriture serrée et magnifique, m'a apporté quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, l'impression que j'avais quelque chose d'intéressant à dire à quelqu'un qui avait envie de l'entendre. J'ai rejoint un atelier de lecture au centre culturel du quartier. Chaque mardi après-midi, nous étions 8 à 9 personnes autour d'une table en bois un peu branlante, avec du café médiocre dans des tasses dépareillées, à parler de livres avec une passion qui ressemblait parfois à de la dispute, et c'était délicieux. Il y avait là Bartholomé, 86 ans, une lucidité tranchante comme un couteau de cuisine, qui n'était pas d'accord avec moi sur à peu près tout et que j'ai fini par trouver absolument indispensable. Il y avait Odette, 73 ans, qui venait de perdre son mari et qui avait les yeux de quelqu'un qui apprend à nager dans une piscine après avoir failli se noyer dans la mer. Ces gens ne savaient rien de mes enfants. Ils ne connaissaient pas Théodose, ni Marguerite, ni Réginald.
Il me connaissait, moi, Célestine, telle que j'étais dans cette pièce, à ce moment, avec mes opinions sur Tolstoï et ma façon de défendre Zola contre ceux qui le trouvaient trop sombre. Et cette expérience, être connue pour soi-même et non comme la mère de quelqu'un, était à la fois étrange et profondément réparatrice. J'ai aussi fait quelque chose que j'aurais cru impossible quelques mois plus tôt. J'ai appelé mes enfants, mais différemment, pas en appelant avec l'espoir secret et tremblant qu'ils aient le temps de me parler, qu'ils aient envie de m'entendre, qu'ils me donnent cette validation dont j'avais fait ma nourriture principale. J'ai appelé avec quelque chose à partager, une pensée concrète, une question précise, un souvenir que je voulais leur transmettre avant de le perdre, parce qu'à 83 ans, on commence à penser à la transmission des mémoires avec une certaine urgence pratique. J'ai appelé Marguerite pour lui raconter comment sa grand-mère à elle, ma propre mère, avait survécu à un hiver particulièrement brutal dans son village de montagne quand elle avait 5 ans. Une histoire que Marguerite n'avait jamais entendue, une histoire que j'avais gardée quelque part au fond de moi, comme on garde une lettre qu'on n'a jamais postée. Elle a écouté, vraiment écouté. Elle a posé des questions. Elle voulait savoir les détails. Comment s'appelait le village? Quelle était la couleur de la robe de ma mère dans ma mémoire de cette histoire qu'on m'avait racontée? Est-ce que l'hiver avait duré longtemps? Cet appel a duré 45 minutes. C'était la conversation la plus longue que nous avions eue depuis des années. Et à aucun moment je n'avais demandé quelque chose. À aucun moment je n'avais été la mère qui attend. J'avais été la gardienne d'une histoire qui avait de la valeur, et ma fille l'avait ressentie. Je veux vous parler d'une chose dont on ne parle presque jamais quand on aborde le sujet de la vieillesse et de la solitude. On vous dit souvent que le problème, c'est que les familles ne s'occupent pas assez des anciens, que les enfants sont ingrats, que la société abandonne ses vieux. Ces choses contiennent une part de vérité, absolument. Mais il y a une autre vérité, parallèle, qu'on entend pour ainsi dire jamais, parce qu'elle est moins confortable, parce qu'elle place une part de la responsabilité là où on n'aime pas la mettre. Parfois, c'est nous qui nous abandonnons en premier. Nous abandonnons notre curiosité, notre désir d'apprendre, notre appétit pour le monde. Nous le faisons progressivement, imperceptiblement, sans nous en rendre compte, parce que chaque retrait semble raisonnable, pris individuellement. Je ne sors plus autant parce que mes genoux me font souffrir. Je ne lis plus autant parce que mes yeux fatiguent plus vite. Je n'appelle plus de nouvelles personnes parce que, à mon âge, à quoi bon? Et cet abandon de soi crée un vide. Et dans ce vide, on installe la dépendance aux autres pour se sentir exister. On leur délègue, sans même le formuler clairement, la responsabilité de nous donner le sentiment que notre vie a encore du sens. C'est un fardeau immense à porter pour eux, et c'est une position terriblement vulnérable pour nous. La dignité à 83 ans, j'ai fini par comprendre, c'est de rester quelqu'un que les gens ont envie de voir, plutôt que quelqu'un qu'ils viennent voir par obligation. Et pour rester quelqu'un qu'on a envie de voir, il faut continuer à être quelqu'un, continuer à avoir des opinions, des intérêts, des histoires fraîches, une vie qui se passe en dehors des visites qu'on vous rend. Ce n'est pas de la froideur, ce n'est pas de l'orgueil, c'est de l'amour en réalité, un amour assez solide pour ne pas exiger d'être nourri à chaque instant. Aujourd'hui, Théodose m'appelle toujours environ une fois toutes les 2 semaines. Réginald, un peu plus souvent depuis que nous avons eu, au printemps dernier, une conversation que j'aurais dû avoir avec lui des années auparavant. Marguerite vient me rendre visite une fois par mois, et ces visites ont changé de nature depuis que j'ai changé la mienne. Elle ne vient plus vérifier que je suis encore en vie, elle vient me voir, moi. Est-ce que je ressens encore parfois cette vieille douleur familière, cette envie de vérifier le téléphone, cette attente? Oui.
elle n'a pas complètement disparu. Je ne vais pas vous promettre une guérison totale, parce que je ne suis pas certaine que la douleur de l'éloignement disparaisse jamais entièrement quand on a aimé quelqu'un avec l'intensité d'une mère. Mais elle ne me gouverne plus. Elle passe comme un nuage un peu lourd, et je la laisse passer sans m'y accrocher. Ce que j'ai gagné en échange, c'est quelque chose que je n'aurais pas su nommer avant de le trouver. Une forme de présence à moi-même, un intérêt pour ma propre journée qui ne dépend pas de l'approbation de quelqu'un d'autre. La capacité de trouver que le café du matin est bon en lui-même, pas comme prélude à quelque chose, pas comme rituel d'attente, mais comme moment complet et suffisant. Hildegarde et moi allons au marché le samedi maintenant, systématiquement. Je ne rate plus les marchés du samedi par peur de manquer un appel hypothétique. Et Bartholomé, de l'atelier de lecture, m'a un jour dit quelque chose que j'ai inscrit dans le carnet, que je tiens depuis cet hiver de transformation. Vous êtes quelqu'un qui a l'air d'être là où vous êtes. C'est plus rare qu'on ne croit. À 83 ans, c'est peut-être le plus beau compliment qu'on m'ait fait depuis longtemps. Être là où l'on est. Si vous traversez ce que j'ai traversé, ou si vous voyez une personne âgée que vous aimez le traverser, voici ce que je saurais vous dire, avec la conviction de quelqu'un qui a fait le chemin à pied, sans raccourci. Le problème n'est pas que les gens n'appellent pas assez. Le problème est de confier son sentiment d'exister à la fréquence des appels de quelqu'un d'autre. Ces deux choses doivent être séparées. Votre existence ne dépend pas de leur emploi du temps. La solution n'est pas de faire semblant de ne pas avoir besoin de contact humain. Nous en avons tous besoin, profondément, jusqu'au dernier jour. Mais ce contact peut venir de bien plus d'endroits et de bien plus de personnes que nos seuls enfants et petits-enfants. Le monde est plus peuplé qu'il n'y paraît depuis un fauteuil où l'on attend. Et la chose la plus difficile, mais peut-être la plus libératrice, il faut parfois dire la vérité à ceux qu'on aime. Non pas pour les culpabiliser, non pas pour exiger quelque chose, mais parce que le silence protecteur que nous maintenons pour les préserver de notre réalité les prive aussi de la possibilité de nous rejoindre là où nous sommes vraiment. Réginald ne savait pas, vraiment. Quand je lui ai dit, il a pleuré. Et cette conversation a changé quelque chose entre nous que 3 ans d'attente silencieuse n'avaient pas réussi à changer. Je ne sais pas combien d'années il me reste, personne ne le sait vraiment, et c'est peut-être mieux ainsi. Mais je sais avec certitude que je n'en veux plus passer à guetter un signal lumineux sur un écran. Je veux les passer à lire des livres que j'aurais envie de défendre avec passion le mardi après-midi, à écrire des lettres à la main à des gens qui ouvrent les enveloppes avec l'excitation de quelqu'un qui reçoit un cadeau inattendu, à raconter les histoires que je suis peut-être la seule à encore connaître, à aller au marché le samedi et à rentrer avec quelque chose qui sent le bon pain chaud, à être là où je suis. La vieillesse n'est pas une salle d'attente, c'est une saison à part entière, avec sa lumière propre, ses ombres particulières, et une beauté que seuls voient ceux qui acceptent de vraiment la regarder, au lieu de fixer la porte en espérant que quelqu'un entre. Je m'appelle Célestine, j'ai 83 ans, et j'ai arrêté d'attendre pour commencer à vivre ce qui me reste. Vous méritez de faire la même chose. Si cette histoire vous a touché, si vous avez reconnu quelqu'un que vous aimez dans ces mots, ou si vous vous êtes reconnu vous-même, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Nous y parlons des choses vraies, celles qu'on n'ose pas toujours dire ailleurs, des choses qui concernent la vie telle qu'elle est, pas telle qu'on voudrait qu'elle soit. Chaque semaine, une nouvelle histoire, une nouvelle vérité,
un nouveau chemin vers ce qui ressemble à de la dignité et à de la paix. Le bouton est là, et si vous revenez, je serai là aussi.